Bonjour à tous, vous avez certainement entendu parler d'Arkeis. Arkeis, c'est un jeu narratif qui se déroule en Égypte et qui mélange à la fois Égypte fantastique ainsi que steampunk. C'est un jeu qui va se dérouler en campagne, en coopération avec plusieurs amis. Dans cette série de vidéos, nous allons poser plusieurs questions aux auteurs de la team Kaedama pour en apprendre plus sur le jeu. Et je suis très content de commencer cette première vidéo avec Théo. Salut Théo. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Alors, est-ce que tu peux nous résumer grosso modo ce que c'est qu'Arkeis en quelques phrases? Ouais, tout à fait. Arkeis, c'est un jeu coopératif qu'on crée à 4 avec la team Kaedama, donc moi-même, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Antoine Boza. C'est un jeu 100% coopératif, scénarisé, avec une petite notion de permanence. On va conserver des choses d'un scénario ou d'un autre. C'est un jeu plutôt accessible en termes de densité de règles, mais quand même un jeu qui demande un peu d'implication. On va faire des parties autour de 1 heure, 1 heure et demie, et qui va jouer à un certain nombre de joueurs. Le truc, c'est que ça se déroule dans l'Égypte plus ou moins antique au niveau de tout ce qui va se passer, mais par contre, c'est dans les années 20, dans les années 30. Comment vous avez inscrit en fait tout ça, cette temporalité différente avec ce qui se passe, ce qu'on trouve et l'époque à laquelle ça se passe? En fait, on avait une vraie volonté, comme c'est scénarisé, d'avoir un peu de surprise, des trucs qui se passent, un peu de mystère mystérieux et des choses auxquelles les joueurs ne s'attendent pas. On a longtemps d'ailleurs hésité, mais c'était un peu compliqué au niveau communication sur le jeu en lui-même, de cacher tout cet aspect steampunk pendant toute la campagne, pendant tout le jeu, et que les gens se disent « Oh, bon, on va jouer à un jeu égyptien tout bête, c'est parti, on explore, oh mon Dieu, de la vapeur, c'est incroyable !» On a très vite vu que c'était pas forcément possible, et même pour nous, en termes de scénarisation, ça a demandé de tout cacher et c'était pas terrible. Mais on a très vite eu cette volonté de vraiment raconter quelque chose, et donc pour ça, il fallait avoir ce mélange des genres. La temporalité en elle-même, on n'a pas trop hésité, parce qu'on aime bien la culture pulp, toute cette notion un peu explorateur avec des bretelles, le truc un peu suranné, et on trouvait que le mélange allait assez bien. Si on avait fait un truc à nos jours, d'un coup, l'aspect technologique des Égyptiens avec cette notion de vapeur, il n'était pas si ouf que ça. On arrivait, les mecs, ils avaient des armes à vapeur incroyables, nous on avait des mitraillettes, on les défonçait et puis on avançait dans la campagne, ce qui n'était pas terrible. Alors que là, ça nous permet d'avoir quelque chose qui détonne encore plus. Il y a une vraie opposition entre l'univers de nos personnages joueurs et l'univers de l'Égypte steampunk, qui a vraiment une confrontation entre les deux. Chouette. Je vais te parler un petit peu de gameplay. Il y a un système de combat qui est assez spécial dans Arkeis. Je parle notamment des fiches de monstres, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un petit peu plus là-dessus? Très vite, on s'est dit on veut un système de combat et un système de gestion des combats qui soit, et c'était un espèce de petit challenge, et je suis assez content de ce à quoi on est arrivé à la fin, qui soit pas trop déroutant pour un joueur qui a l'habitude de faire du dungeon crawling. Donc là, on lance des dés, et sur les dés, on a des phases réussites qui vont généralement taper les ennemis, des phases échecs qui vont généralement nous faire des dégâts, et 2 phases spéciales sur lesquelles je reviens un peu après. Et on savait on avait vraiment cette volonté de se dire c'est pas trop déroutant. J'arrive, je dois taper un ennemi, je lance des dés, je regarde ce qui se passe et c'est parti. Mais en même temps, on voulait aussi que ça soit pas trop classique et que ça amène quelque chose qu'on n'a pas tant vu. Et donc on est arrivé à un moment avec cette idée d'avoir des fiches qui représentent les monstres et qui vont venir sur l'aggro de nos personnages. Comment est-ce que ça se traduit en termes de jeu? C'est quand même assez simple. Dès qu'un de nos personnages est sur la même case qu'un ennemi, on récupère une fiche qui représente cet ennemi et on a sur cette fiche un petit descriptif et la manière dont notre personnage va interagir avec cet ennemi. Ça se traduit en plusieurs choses. D'abord, généralement, une action que l'ennemi va déclencher au début de son tour. C'est ce qui représente toute notre intelligence artificielle des ennemis. Il faut bien qu'ils réagissent un moment si on essaye de les bagarrer, quoi. On va pas se retrouver aux prises avec un ennemi horrible et nous on lui met des pains et lui il attend tranquillement de mourir, quoi. Et à la fois une gestion en fonction de notre lancer de dés. Sur le dé, on a donc 4 phases différentes. Une phase de réussite, une phase d'échec, une phase spéciale et une phase de malédiction, que j'explique un peu à la fin. L'idée étant assez simple, quand on attaque un ennemi, on lance le nombre de dés qu'on a en combat et on va simplement consulter la petite fiche pour voir ce qui se passe. Généralement, réussite, je mets un pain. Spécial, il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Sur les ennemis de base du jeu, qui sont des petits scarabées, on va généralement leur mettre un pain, mais ils vont nous en mettre un en retour. C'est un peu la contre-attaque. Échec, un truc pas sympa. Et donc reste cette phase malédiction, qui est un peu un des fils rouges de l'expérience de jeu dans Arkeis, qui est une phase qu'on peut choisir d'être une réussite en échange de la prise d'un token malédiction. Ces jetons ayant plusieurs fonctions. Déjà, ils vont nous embêter pendant toute la campagne, et c'est un des trucs qu'on conserve d'un scénario à un autre. Là, je vous spoil rien et je vais pas raconter ce qui se passe, mais des trucs plutôt pas cool. Et à la fois, c'est généralement le compteur de fin de partie. Comme on est sur un jeu coopératif, il faut qu'à un moment on ait perdu. Et donc on a cette notion de jetons. Si à un moment la réserve de jetons est épuisée, il se passe quelque chose de pas sympa pour les joueurs.
Ok. Et je sais aussi que, bien sûr que je le sais, toi tu le sais aussi, Ouais, mais on va en parler un petit peu, que justement ces fiches sont attribuées à des joueurs. Et ce qui est surtout intéressant dans ce système, c'est qu'on va pas nécessairement, chaque joueur va avoir une version potentiellement différente des monstres, qui permet d'avoir aussi plus de rejouabilité, etc. Je pense que c'est tout à fait dans cette optique-là que vous l'avez créé comme ça. Ouais, clairement. Au départ, non, en fait. Au départ, les fiches étaient similaires pour les joueurs, et très vite, on s'est rendu compte que, comme en fait les informations sont écrites sur la fiche et que tu as la fiche devant toi, c'était pas contraignant de dire aux joueurs, bah toi tu as un effet X en début de tour, toi tu as un effet Y, toi il se passe quelque chose parce que bah, j'ai l'info devant moi en fait. Ouais. Donc très vite on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être marrant d'itérer un peu et de faire des fiches différentes. Et quand on a commencé à tester un peu tout ça, on s'est rendu compte qu'effectivement ça mettait une petite rejouabilité et ça mettait une prise de décision au sein des joueurs vraiment différente. Ouais. Attends, mais après c'est à toi de jouer et toi tu déclenches tel effet en début de tour, bah, si tu as un effet qui te tape ou un effet qui refait apparaître des ennemis, on va pas jouer de la même manière. Ouais. Donc ça permet d'avoir vraiment des manières de jouer et des scénarios qui se déroulent de manière très différente. Ouais, d'une partie à l'autre aussi. Tu mentionnais justement il y a quelques instants le système de campagne avec, quand tu parlais notamment des jetons destin. Ouais. Effectivement, Arceus, c'est un jeu qui se joue en campagne, qui est composé de plusieurs scénarios. Ça paraît, c'est quelque chose que vous avez souhaité dès le début. En fait, vous avez d'abord travaillé sur ce système entre guillemets, de scénario à la suite, ou plus sur un gameplay global de dungeon crawling qui s'est bien adapté à une campagne par la suite? Assez vite, on a vu qu'on voulait faire un truc scénarisé avec plusieurs scénarios. On s'est concentré sur ce qui a été pendant longtemps à la fois le scénario de démo que vous pouviez faire tourner pour présenter le jeu aux joueurs dans différents salons, et à la fois nous notre scénario un peu de test qui a été notre socle sur lequel on a assis les mécaniques, on a vérifié que tout fonctionnait, on s'est assuré que tout allait bien. Et à partir de là, et c'est un truc qui a bien marché et qui était assez chouette, chacun pris en main un scénario dans un premier temps qu'on a développé pour avoir des expériences différentes. L'idée étant, sur un jeu scénarisé, c'est important que les scénarios ils aient du sens. Et si on avait juste un petit truc d'histoire en début de scénario qui nous dit bah là il se passe ça et après on joue exactement au même jeu, on trouverait pas ça si intéressant. Et donc là, en prenant chacun un à bras le corps au départ, on a essayé de faire à chaque fois 4 expériences de jeu très différentes et qu'on a ensuite multipliées. On va revenir un petit peu sur les personnages d'Arceus. C'est pas un jeu dans lequel les personnages sont fixes, ils vont plutôt être amenés à évoluer encore une fois au sein de la campagne via divers objets qu'ils vont trouver, les expériences qu'ils vont avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce système d'évolution de personnages? Ouais, il y a plusieurs choses. La première, c'est vraiment dans cette idée d'avoir une permanence de ce que j'ai fait à la partie 1 va avoir un impact sur la partie 2 et ainsi de suite. Chaque personnage vient avec un sac à dos. Qui est une petite boîte en carton assez jolie. Là, je viens de voir les premiers offs et c'est vraiment très sympa. Dans lequel les joueurs vont pouvoir ranger leur équipement d'une partie sur l'autre. Donc, si j'ai trouvé une corde pendant le scénario 1 et pendant le scénario 3, elle est de nouveau utile, bah, elle est dans mon sac à dos, je peux la reprendre. Et donc, les personnages petit à petit vont créer leur équipement et le conserver. Évidemment, les objets peuvent se casser. Évidemment, tout ne va pas se passer exactement comme les joueurs auraient envie, parce qu'autrement, ça ne serait pas drôle. Il y a un autre système qui est donc le système d'expérience, qu'on va pouvoir gagner de manière plus difficile dans le jeu. C'est une ressource qui est assez précieuse et sur laquelle il va falloir qu'on discute entre joueurs autour de la table pour savoir comment on la dépense, qui va permettre aussi aux personnages de débloquer des compétences supplémentaires. On est vraiment comme dans un jeu de rôle sur une idée de je viens de passer 3 scénarios et donc X temps de la partie à explorer une pyramide. C'est logique que j'ai acquis un peu d'expérience et que je me souvienne de choses et donc je suis de plus en plus fort. Ça nous permet, nous aussi, au niveau de la campagne et de la manière dont se déroulent les scénarios, d'avoir un effet un peu crescendo où les ennemis du scénario de la fin sont forcément plus compliqués et plus difficiles à battre que les petits ennemis du premier scénario. Pour que ça soit possible, il faut que les joueurs en eux-mêmes acquièrent une expérience, donc on est de plus en plus malin parce qu'on a déjà vu un peu les ressorts ludiques et donc en tant que personne, on sait un peu mieux jouer. Mais aussi, nos personnages ont évolué, on a plus d'équipement, plus d'expérience et donc on arrive à battre ses ennemis plus forts. Ok. C'est intéressant ce que tu mentionnais. Tu parlais un petit peu du choix en fait entre joueurs justement de ces objets. Pardon. On va pouvoir se les échanger notamment dans le jeu. Et justement, je vais revenir un petit peu sur cet aspect qui est une des notions de coopération, parce que la coopération c'est vraiment au cœur d'Arceus. Je sais que c'est notamment très visible sur les fiches de personnages jouables, puisqu'ils ont des actions de support. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment la coopération va se matérialiser dans Arceus, justement? Oui, bien sûr. À la fois, on est sur... Comme on a cette notion d'explorer des choses, de mystère, de est-ce que je vais ouvrir cette porte ou pas, à quel moment, il y a déjà une chouette discussion qui généralement se met en place entre les joueurs, de se dire « Ah ok, attends, on va pas ouvrir cette porte tout de suite, il faut qu'on aille fouiller, ou on va essayer de battre ses ennemis avant d'aller dans tel endroit. » Donc il y a déjà une vraie coopération qui se crée à ce moment-là. Et chaque personnage a donc une action de support, une action qui est directement tournée vers les autres joueurs,
pour la plupart en tout cas, et qui va nous amener aussi à jouer un peu différemment. Il y a un personnage qui se bat un peu mieux, il y a un personnage qui est un peu mieux autour de la fouille. Tout ça, ça nous permet de se dire, ok, bah là, je suis dans une case, je suis dans une salle, il y a des ennemis, je dois les affronter. Moi, c'est pas ma spécialité, vas-y, c'est toi qui vas le faire. Et tous ces petits choix-là, en plus de certaines actions de support qui sont directement tournées vers les autres joueurs, entraînent forcément de la discussion et un moyen de réfléchir autour de la table. On est aussi sur un jeu où chaque joueur a pas mal d'informations devant lui, puisque j'ai mon personnage, tous mes équipements, mes actions spécifiques. Éventuellement, je suis aux prises avec un ennemi et donc j'ai la fiche spécifique à cet ennemi qui est devant moi. C'est impossible pour un joueur de regarder tout ce qui se passe autour de tous les joueurs et dire « Ok, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça », parce qu'il y a trop d'informations et les informations sont trop tournées vers les joueurs. Donc forcément, à un moment, on est obligé de dire à quelqu'un « Ah, fais gaffe, moi il y a un scarabée qui est sur ma case, au début de mon tour, ça me fait m'en rajouter un deuxième. Vraiment, il faut qu'avant que ça soit à moi de jouer, on vienne m'aider. » Et tous ces petits détails-là créent une vraie belle coopération, parce que les joueurs vont discuter entre eux pour trouver la meilleure manière de résoudre un scénario. Du coup, ils vont voir leurs personnages évoluer ensemble, vivre leurs aventures, garder tout ça dans le sac à dos, et puis bien entendu, garder leur carte d'expérience, comme tu disais aussi. Est-ce que justement, ces actions de support, elles vont pouvoir évoluer par la suite de la campagne? C'est quelque chose qui reste fixe? Parce que je sais que les autres actions, le combat, l'exploration, etc., c'est plutôt quelque chose de figé. Est-ce que justement, ces actions de support, ça va évoluer dans le jeu? Ouais, tout à fait. C'est une des actions sur lesquelles on joue pas mal grâce aux XP. Les actions de combat, fouille et déplacement sont plus améliorées par les objets qu'on va trouver. Évidemment, je suis en train de me battre, j'ai trouvé d'un coup une machette géante antique, je me bats avec, je me bats mieux. C'est assez logique, mais il n'y a pas grand-chose en termes d'objets qui peut me permettre d'être plus altruiste, de mieux me tourner vers les autres, ou au moins c'était un peu factice. Du coup, c'est sur ça où on est parti pas mal sur l'expérience. Je suis un personnage qui a l'habitude de soigner les autres pendant la campagne. Ouais. Après l'avoir fait un certain nombre de fois, après avoir l'habitude, peut-être que je te soigne mieux, et donc en fin de partie, je suis un peu plus badass. Et donc, comme tu vas incarner le même personnage pendant toute une campagne, qui va être assez longue au final, ça représente un certain nombre de parties et de temps de jeu, il faut que tu sois attiré par ton personnage et que tu aies une petite accroche de se dire « il est chouette ». Et pour ça, une des bonnes solutions, c'est de le voir évoluer au fur et à mesure de la partie, et à la fin de se dire « si je regarde mon personnage au premier scénario, et j'étais un peu tout nulos, j'avais pas d'armes, et j'ai essayé de vous soigner, mais je galérais un peu », là, on est au dernier scénario, j'ai une super armure, je suis ultra badass et je te soigne vraiment bien. Ouais. C'est un beau sentiment pour les joueurs, en fait, cette progression. Alors justement, on voit qu'il y a une évolution de personnages, bien entendu, donc c'est une évolution de tout le groupe. On a vu que ça se jouait en campagne, qu'il y avait un système de sauvegarde, notamment avec les sacs à dos que tu mentionnais. Il y a aussi des éléments de legacy dans le jeu, je pense qu'ils sont assez importants, qui viennent avec un journal d'expédition, qui va vraiment justement permettre de matérialiser tous ces éléments-là, l'évolution du groupe. Tu peux nous en parler un petit peu plus justement de ces choix, de ce qu'on va faire avec ce journal d'expédition? Oui, tout à fait. Au départ, c'est quelque chose qui est venu un peu sur le tard dans le développement, où nous, on était partis sur un dungeon crawler, on faisait nos scénarios, et on trouvait qu'en termes d'impact de ce qui se passait entre un scénario et un autre, on était un peu faiblard. On racontait une belle histoire, on récupérait effectivement nos objets dans notre sac à dos, mais on trouvait ça un peu léger par rapport à ce côté de je vais faire X scénarios dans l'ordre, etc. Et si c'est juste entre le scénario 1 et le scénario 2, j'ai gardé ma lampe torche. On trouvait ça pas incroyable. Donc on a voulu à un moment réussir à amener quelque chose de supplémentaire, qui du coup s'est incarné par ce journal d'expédition, qui a plusieurs utilités. La première, c'est un élément de jeu en lui-même. Pendant un scénario, on va être amené à cocher de différentes manières. Il y a plusieurs petits gameplays dans les différents scénarios où on va cocher des cases dans le journal qui vont nous débloquer des XP en l'occurrence, de l'argent pour améliorer notre campement sur lequel je reviens juste après, éventuellement des objets un peu plus rares, un peu plus magiques, des choses assez chouettes. Et ça, c'est une des choses qui va normalement être très très différente d'une partie à l'autre et d'une campagne à l'autre. Comme de toute façon, on peut rarement tout cocher dans le journal et donc débloquer toutes ces choses-là, peut-être que plus tard, quand on débriefera, je te dirai « Ah, on est au scénario 5, t'as vu la tronçonneuse géniale à 3 têtes, comme elle est super forte ?» Il n'y a pas de tronçonneuse géniale à 3 têtes. Ah, je suis déçu. Derrière, tu me diras peut-être quelle tronçonneuse géniale, je ne l'ai jamais eue. Ouais. Et donc ça, c'était aussi une volonté pour nous d'avoir des scénarios et des parties et des campagnes qui se déroulent de manière différente en fonction des groupes de joueurs. L'autre intérêt, c'est que ça amène un apport narratif supplémentaire. À la fin de chaque scénario, on va lire une petite outro, une petite conclusion à notre scénario, qui va être différente si on l'a bien réussi ou très bien réussi, avec éventuellement des événements de gameplay qui vont se dérouler en fonction de ça aussi. Ouais.
Et la dernière chose, c'est on a une gestion d'interstitiel, donc de parties qui se passent entre les parties. Et sur ça, on est sur une gestion de campement. On a une double page dans le journal qui représente notre petit campement quand on s'arrête d'aller explorer les différentes pyramides, dans lequel on va mettre des stickers qui représentent des tentes qu'on va débloquer au fur et à mesure de la campagne et qui vont nous débloquer, elles aussi, des pouvoirs supplémentaires, mais pour le groupe. On est là aussi sur une volonté d'avoir une évolution. Au début, notre campement, il est un peu tout pourri. On a 3 tentes, on peut dormir et vaguement manger. À la fin de la partie, normalement, enfin à la fin de la campagne, on a un super campement avec plein de super chouettes sauts. Les roses qui se déplacent en zeppelin, justement, c'est peut-être pour ça qu'au début, ils ont un petit campement et c'est avec tout ce qu'ils vont récupérer au fur et à mesure. Je présume qu'on va avoir ces nouvelles tentes, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour acquérir, par exemple, ces nouvelles tentes? Alors, ça va être énormément lié à notre réussite ou non des scénarios. Comment ça s'est passé, on va les débloquer plus ou moins rapidement. Et on va ensuite pouvoir les acheter. Pour acheter les tentes, on a plusieurs moyens de récupérer de l'argent au cours de la partie. Soit simplement en fouillant, et parfois on va tomber sur des choses qui vont nous rapporter de l'argent. Soit sur la plupart des objets qu'on va débloquer, il y aura une notion de petit dilemme, d'arbitrage à faire pour les joueurs de « Ah, est-ce que je garde cet objet qui est super cool et qui a l'air vraiment bien, voire même qui ne fait rien pour l'instant, mais peut-être qu'il sera utile pour la suite de la campagne, ou est-ce que je le vends bassement pour récupérer un peu d'argent et améliorer mon campement au fur et à mesure ?» Ok. Bah écoute Théo, je te remercie pour toutes ces réponses vraiment intéressantes sur Arkeis. Avant quand même de te laisser repartir, on a 2-3 petites questions bonus à te poser. Par contre là, ça va être à toi de les prendre, donc tu peux ouvrir ce joli coffre, n'est-ce pas? Et tu peux en prendre, allez, tu peux en prendre 2 si tu veux, c'est du hasard. Donc là, c'est toi qui vas choisir. Et puis répondre de la manière la plus naturelle que tu souhaites. Tu peux faire comme tu veux. C'est ton coffre, en tout cas pour cette vidéo. Après, on va le reprendre quand même. Je vais prendre celle-là d'abord. Allez, vas-y. Pour explorer une pyramide antique, tu aurais quoi dans ton sac à dos? C'est une très belle question. Quel objet j'embarquerai d'Arkeis en premier lieu? Je pense qu'un des objets. Alors, on va dire si tu veux que tu peux prendre 3 objets d'Arkeis par exemple. 3 objets d'Arkeis. Et tu peux même spoiler totalement. Non, je ne vais pas trop spoiler parce que c'est un peu dommage. Et ça fait quand même partie du vrai plaisir du jeu de découvrir des choses. Dans les objets, alors forcément, les gens s'en doutent, mais la campagne, on l'a fait un nombre assez incalculable de fois, tous les 4 ou dans divers groupes. Ce qui fait qu'il y a quelques objets qui m'ont marqué comme étant quand j'avais ça, j'étais vraiment super chouette. Il y a un très beau fouet qu'on débloque assez vite, qui en termes d'éléments de jeu, alors je me projette plus en termes de gameplay, parce que si j'étais vraiment dans une pyramide, je pense que j'aurais bien trop peur pour faire quoi que ce soit. Mais il y a un fouet qui marche très bien. Il y a une très belle armure, qui là en plus dans la vraie vie me servirait pas mal pour me protéger de toutes ces horribles créatures qui peuplent les pyramides d'Arkeis. Et en troisième, je prendrais un truc plus altruiste, genre un kit de soins ou quelque chose de cet acabit de ça peut me servir à moi au cas où, on sait jamais. Mais quand si, même, si les autres sont quand même un peu embêtés, j'ai quelque chose pour les sauver. Ok. Un fouet, une armure, un kit de soins, et là, je vais au bout du monde. Je pense que c'est un bon début. Je te conseillerais quand même de prendre une gourde, peut-être. Ah, c'est vrai que... qui n'est pas nécessairement dans Arkeis, et puis une source de lumière, ça peut être sympa. Ah non, tout brille un peu dans Arkeis, il y a cette espèce d'aura lumineux bizarre. Et puis avec ton armure, tu vas pouvoir projeter les réflexions de la lumière, c'est une bonne idée. Je t'écoute pour la deuxième question, je découvre en même temps que toi. Non, c'est ultra dur, c'est la plus dure question du monde, quoi. Quelle est ta figurine préférée du jeu? Et là, je vais avoir l'air super démago parce que c'est un des trucs que j'aime vraiment dans Arkeis, c'est les figurines, je les trouve vraiment superbes. Alors quand on est auteur de jeu, c'est un des trucs sur lesquels moi je me raccroche beaucoup quand les gens ils me disent « Ah, t'es content de ton jeu ?» Je veux pas passer pour un mec trop fier et donc je me trouve jamais à l'aise de dire « Ah, vraiment Arkeis, le gameplay il est aux petits oignons, c'est très bien, je suis vraiment très content. » Ce qui est souvent le cas, mais c'est dur à affirmer aux gens. Et donc je me retranche souvent vers « Ah, l'édition elle est merveilleuse ». Et Arkeis, il se trouve que l'édition de manière générale est géniale et les figurines sont vraiment, vraiment dingues. Ça tient aussi du fait que c'est mon premier jeu avec autant de figurines et des figurines aussi détaillées. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, et on a été bien tenu au courant au fur et à mesure qu'on a reçu un nouveau croquis, puis un nouveau truc en 3D, puis une nouvelle impression 3D des figurines, à chaque fois on était comme des dingues tous les 4. Si je devais en choisir qu'une, je pense que ce golem est une de celles qui m'a fait le plus faire wow quand on les a reçus. En partie parce qu'il est gros, il est vraiment massif et c'est une très très grosse figurine. Et aussi parce que le design de la créature en elle-même, c'est un de ceux où on a eu le plus d'échanges. Je pense on a pas mal discuté et c'est un de ceux qui a pas mal assis l'univers dans ce qu'on voulait au niveau de ce côté steampunk mécanique, mais en même temps qui tient la route. Et donc comme il y a eu beaucoup de discussions, quelques allers-retours aussi, quand on l'a reçu et qu'on a vu que ça représentait exactement ce qu'on a envie que ça représente, c'était une vraie très belle sensation en tant qu'auteur de se dire ok, le message qu'on a transmis et nos discussions avec Romain, entre autres, qui a fait toute la direction artistique, ils sont bien passés, on est d'accord,
et c'est canon. Donc je pense que je choisirais le golem. C'est vrai que c'était l'une des premières sur lesquelles, enfin l'une des premières qui a été modélisée. C'est vrai que ça va vraiment donner la direction globale du reste, donc c'est plutôt bien qu'on se soit mis d'accord rapidement sur ce golem. À fond. Bah écoute, merci encore pour ton temps déjà, et puis pour tes réponses très intéressantes. Avec plaisir. Et puis bah, de toute façon, Arceus, on va en voir beaucoup plus dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc on verra à ce moment-là, et on fera peut-être un petit point après la campagne, pourquoi pas. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos un peu post-mortem. Oui, alors on a fini la je m'engage campagne, un petit comment est-ce que peu, vous en on parlez? peut faire un truc sympa, je pense. Tu vois. Moi, je pense serait qu'il y a- intéressant d'avoir justement l'avant et l'après, et puis le pendant, pourquoi pas. Ouais, clairement, surtout que je pense que un des trucs qui est chouette sur Kickstarter, c'est que les gens vont beaucoup communiquer, on Oui. espère en tout cas dans les commentaires, sur leurs On impressions l'espère du jeu. aussi. Et nous, c'est intéressant d'avoir des feedbacks un peu plus en direct de cet Akabi. Je suis chaud. Parfait. Bah écoute, je te laisse un mot de la fin si tu veux dire quelque chose. T'es pas obligé, je te prends totalement au dépourvu. Tu peux dire fouet si tu veux. Je vais dire pléthore. Pléthore, très bien. Bah, merci encore et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.